Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf littéraire sur JMTV+. Nous allons traverser l'océan Atlantique. Nous allons aller de l'autre côté chez l'oncle Sam rencontrer une grande dame qui vient de commettre ce livre dont je vous livre le titre de mon cauchemar français à mon rêve américain, ma vie d'immigré légal, qui est de Dominique Sigoko, une dame qui porte une partie de l'histoire du Cameroun. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure que cette émission avancera. Bonjour Dominique Sigoko. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, et je tiens à vous remercier déjà de m'avoir invité de participer à cette émission. Étant donné que vous êtes une fan de JMTV+, c'est de mon devoir de recevoir ceux qui me suivent. Vous comprenez? Merci. C'est votre privilège. Vous ne me suivrez pas, que je ne m'empresserai pas de vous recevoir. Donc, et en plus, nous avons de sens commun. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Dominique Sigoko, vous naquîtes le 10 juin 1983. On peut le dire, n'est-ce pas? Car c'est écrit. Oui, bien sûr. Même pas qu'on donne leurs âges, mais bon, nous sommes le courant, c'est d'une femme d'un tout autre genre. Vous allez comprendre qu'il y a une histoire assez riche. Donc, Dominique, vous êtes la fille d'Abraham Sigoko Fossi. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas, Abraham Sigoko Fossi est le fils aîné de Fossi Jacob. Fossi Jacob, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce résistant camerounais de l'UPC qui avait entraîné dans les chutes de la Métier le gendarme français André Houtard, qui précipitait les nationalistes dans les chutes, comme vous le savez déjà. On en parle un tout petit peu dans certains livres publiés en France. Vous êtes la fille d'un résistant et la petite fille d'un plus que résistant. C'est bien cela? Tout à fait. Quelle fierté tirez-vous de ces actes héroïques de votre grand-père et même de votre papa? En fait, je vais dire que je tire plus la bravoure de mon père parce que bien entendu, il ne l'est pas connu, mais je sais qu'il a très fortement marqué mon père qui n'a jamais cessé de le célébrer jusqu'à son décès. Mon père a toujours vénéré son père qui était un héros en fait et qui s'est sacrifié pour beaucoup de Camerounais. Donc, je suis très fière d'avoir ce sang en moi et j'espère avec mes petits moyens, je pourrai continuer le combat. Le combat commence très jeune. Vous n'avez que 3 mois lorsque vos parents décident de divorcer. Votre papa obtient regard de vous et votre sœur en l'absence de votre maman au tribunal. C'est ce que je lis dans le livre. C'est bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Et ensuite, en obtenant votre garde, votre papa a réussi à se faire octroyer un franc symbolique que votre maman devait lui verser pour votre éducation chaque année. Je crois quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. En fait, la séparation n'était pas des plus faciles. Donc, on a vécu une enfance assez difficile du fait du divorce de mes parents et mon père n'a pas beaucoup digéré la chose. Donc, juste à la récupération symbolique à ma mère, quoi, avec les intérêts, bien entendu. Oui, les intérêts. J'ai été souhaité de vous savoir comment il a fini par récupérer son franc intérêt plus tard. Il faut dire que, Dominique, vous ne le savez certainement pas, mais sachez que j'ai connu votre papa qui était propriétaire de la pharmacie des Martyrs, pas loin de la maison du parti à Bafoussam. Hein? Je l'ai connu en 1992. Oui. Voilà, en 1992, quand j'allais au collège Victor Foto, c'est comme ça que j'avais connu votre papa. Super, super. Alors, donc, vous n'habitez à Yaoundé alors que vos parents habitaient Mbalmayo qui est à 42 km de Yaoundé. C'est bien cela? Exactement, tout à fait, tout à fait. À l'époque, il était pharmacien dans cette ville-là. C'était l'unique pharmacien d'ailleurs, donc on y a vécu quelque temps. Alors, toute petite fille, il vous arrive un jour de pleurer sans cesse, et pauvre de votre papa qui vous élève avec votre grande sœur toute seule,
Ne comprenant pas, ne sachant pas quoi faire pour vous calmer, il décide de quitter Mbalmayo et de vous ramener dans sa ville natale, Bafoussam. Pour quelle raison il vous ramène à Bafoussam tandis que vous pleurez? En fait, c'était une histoire assez rocambolesque, comme on dit. Peut-être les enfants souvent pressés. Ce jour, je m'étais mise à pleurer et personne ne pouvait me consoler. Donc, il a décidé de nous emmener, ma soeur et moi, chez sa mère, ma grand-mère qui vit à Barsam. Et quand nous sommes arrivés à Barsam, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des hommes armés qui avaient été envoyés pour assassiner mon père. Que vous avez en quelque sorte sauvé votre papa en pleurant, en lui donnant ce signal qu'il fallait partir. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on est allé à Bafoussam, on n'a plus jamais remis les pieds à Balmayo, quoi. Donc, j'ai vu la maison quand j'avais peut-être l'âge de 15 ans. C'est là que j'ai aperçu la maison. On n'est plus jamais reparti dans ce coin. Mais pourquoi voulait-on assassiner votre papa? Votre vie aujourd'hui avec du recul, avec le temps. En fait, mon père avait repris le flambeau et les idéaux de son père à lui. Donc, mon père est un upéciste et un farouche opposant du gouvernement camerounais qui est soutenu par le régime colonial, la France. Donc, c'est un opposant virulent. Il n'aimait pas qu'il soit en opposition. Et du coup, on sait ce qui s'est passé. Donc, on a envoyé des gens pour l'éliminer, quoi. Votre cauchemar français, vous l'avez donc hérité du cauchemar français de votre papa en quelque sorte. Plus ou moins, parce que quand on était petite, en fait, quand mon papa me parlait de l'histoire du Cameroun, me parlait de son père qui a été assassiné par les colons français, moi, toute petite, j'étais très choquée. Papa, je n'aime pas les Français. Mais lui me disait, non, tu ne peux pas dire, je n'aime pas les Français, tu n'aimes pas la politique coloniale française parce que les Français, tous les Français ne sont pas complices de ce que leur gouvernement fait au Cameroun, quoi. Donc, c'est ce qui m'a appris. Donc, le cauchemar français est arrivé, mais disons que mon père ne m'a pas élevé dans la français, en fait. Très bien. Dominique Segoko, auteur de ces livres, De mon cauchemar français à mon rêve américain, Ma vie d'immigré, que vous pouvez donc vous procurer. Où est-ce qu'on peut se le procurer, Dominique? Sur des sites de vente comme Amazon ou pas? Amazon, la FNAC, Decrypt, il est disponible en ligne, donc que tout le monde peut se procurer sur ces sites-là. Donc, Alors, un livre édité par Les Trois Colonnes. Les Trois Colonnes est une maison d'édition française, c'est bien cela? oui, oui, les trois, c'est une maison d'édition française. Et ce que j'ai trouvé également génial avec la France, c'est la démocratie, en fait. C'est un livre, en fait, qui est, quand on lit le titre, ça tape sur la France, mais c'est quand même publié en France par une maison d'édition française. Donc ça, c'est le pouvoir de la démocratie, en fait. Et j'espère que d'autres États pourront copier sur l'exemple de la France, mine de rien. Même si je tape dessus, elle me donne quand même le droit de m'exprimer. Elle est très démocratique, la France. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout en Afrique noire francophone soutenue par la France, est loin d'être un exemple de démocratie, non, Dominique? Je pense qu'on est maître de notre destin. Je pense que chacun, disons, cherche l'intérêt et que, à tout, c'est nous qui décidons d'être ce qu'on est, quoi. Donc, la France ne va pas nous enseigner un peu dessus si on décide de faire la révolution qu'il faut faire. Donc, on a notre part de responsabilité. Ben, écoute, c'est votre point de vue, mais j'ai un autre, sachant que je sais. Il faut dire que vous étiez très fusionnel avec votre papa, hein? Vous vouliez tout faire comme lui. Il a fait des études à Strasbourg, en France. Ça, c'est dans mes investigations, j'ai trouvé cela. Il mangeait de la choucroute, du camembert. Vous faisiez exactement comme lui pour lui plaire ou bien juste par mimétisme? En fait, je vais dire que j'étais pratiquement amoureuse de mon père. D'ailleurs, j'étais sa fiancée. Donc, j'avais ce besoin compulsif de lui plaire, en fait. Tout ce qu'il faisait, il fallait que je le fasse. Je l'admirais, en fait, tellement parce que je trouvais qu'il était l'homme le plus intelligent du monde, en fait, à la réponse à tout. Donc, s'il mangeait du camembert, il fallait que je mange du camembert. S'il mangeait de la choucroute, il fallait que je mange de la choucroute, du petit tout. Donc, mon but, c'était vraiment, quoi. Le paradoxe de cette affaire, c'est que votre papa, sachant très bien ce que la colonie française avait fait au sien, à son papa, n'était pas amer vis-à-vis de la France. C'était un amoureux de la littérature française. Vous avez fait exactement comme lui. Manger du camembert, vous avez fait exactement comme lui. Aurait pu aller étudier ailleurs, mais à étudier en France, c'est quand même, on dirait, donc on pourrait dire que
il suivait son bourreau. Et je pense que nous, Africains en général, on souffre un peu du syndrome de Stockholm, ce qui fait qu'on aime les gens qui nous maltraitent un peu. Donc, je pense que nous sommes tous victimes de ça, en fait. Moi, la première. Donc, je pense que c'est ça le problème. J'ai un grand regret. J'aurais aimé avoir interviewé votre papa avant qu'il décède, malheureusement, il y a 5 ans. Je crois que ça fait 5 ans qu'il est décédé, hein, votre papa. Oui, 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 tout à fait, oui. Bon, ben, la dernière fois que je l'avais vu, ça devait être en 2013 ou 2014 par là. Il était assis devant la grande maison à l'entrée là, et on avait échangé 2, 3 mots pendant que j'allais voir votre tante, Louise Meika Fossi, qui est une très grande, qui est une maman à moi aujourd'hui. Voilà, bonjour à toi, maman Louise. Je suis très heureux de rester dans ta famille. Voilà, ça me suit. J'ai fini par devenir un Siboko ou un Fossi à ces rythmes-là. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a Bon, vraiment pas de problème. de mon cauchemar français à mon rêve américain, ma vie d'immigré est un livre donc de Dominique Siboko que vous pouvez retrouver à la FNAC, que vous pouvez retrouver sur Amazon, bref, sur toutes les plateformes de vente de livres. Voilà, je vous le recommande. Je l'ai lu jusqu'à la fin, chers téléspectateurs. J'en veux pour preuve, regardez les notes que j'ai prises en lisant ce livre. Il y en a 4 bien remplis. Franchement, on ne pourra même pas tout en résumer. Il y a tellement de choses à dire. Donc, on ne va pas tout vous dire, car le but, c'est aussi de vous inciter à vous procurer de ce magnifique travail, n'est-ce pas? Dominique, à l'âge de 10 ans, vous découvrez la couleur de Dieu. De quelle couleur est donc la peau de Dieu, Dominique? En fait, une fois de plus, je vais rendre hommage à mon père de m'avoir élevé dans vraiment la liberté d'esprit. Donc, quand j'étais petite, en fait, j'étais très curieuse et je ne sais pas à quoi je pense. Mais un jour, j'ai dit, tiens, c'est même quoi la couleur de Dieu, en fait? Il y a plusieurs races. Je me demande bien, c'est quoi sa couleur? Donc, je me suis dit, si je prenais des craies qui représenteraient les races, les différentes races, donc la craie blanche pour la race blanche, la craie noire pour la race noire, la craie rouge pour la race rouge, etc. Et si je mélangeais toute cette couleur-là, j'aurais la couleur de Dieu. Donc, je me suis attelée, je suis allée à nos boutiques africaines et puis j'ai acheté quelques craies et puis j'ai mélangé toutes les craies et puis j'ai obtenu une pâte de couleur grise. Donc, j'étais tellement fière de moi parce que j'avais découvert la couleur de Dieu. Et quand mon père est rentré le soir, je lui ai dit, papa, c'est la couleur de Dieu. Donc, et j'étais très heureuse parce qu'il m'a laissé m'exprimer, quoi. Il ne m'a pas dit, va loin avec tes bêtises, il n'a pas éclaté de rire. Il m'a écouté de façon très sérieuse, lui poser mon hypothèse, tout et tout. Et puis, j'ai dit, papa, Dieu est de la couleur grise. Donc, mais je ne me souviens vraiment plus d'où m'est venue de cette idée-là, quoi. Bon, il n'avait pas ri, moi j'ai ri à sa place, j'en pleure même. Voilà, une gamine de 10 ans qui découvre la couleur des yeux, alors qu'autrefois j'entendais dans les églises chanter de quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, rouge et blanche, jaune, comme tu veux. Les hommes sont les mêmes sous le regard de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Si les hommes étaient aussi les mêmes, le peuple noir ne trémerait pas ainsi depuis des siècles. N'est-ce pas, Dominique Sivou? Tout à fait, absolument, absolument. Très bien. Alors, vous rêviez de faire vos études en France après le bac, mais votre papa n'était pas du même avis que vous. Pour lui, après le bac, vous devriez étudier dans un premier temps dans un pays africain. Vous ne le compreniez pas à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez, vous avez compris la décision de votre papa de vous amener à étudier d'abord en Afrique avant d'aller en Occident plus tard? Je comprends tout à fait l'approche de ce type-là, parce que quand on va en Europe, quand on est jeune, des fois, c'est très facile d'être dérouté. Mais quand on va dans des pays africains, sachant qu'on dépend financièrement de nos parents, on est plus concentré. Donc, quand je suis allée au Mali, quand je faisais peut-être troisième année, j'ai appelé mon père pour lui dire déjà, parce que quand je quittais le Cameroun, moi, je ne lui adressais pas la parole. Donc, j'étais très en colère, mais aujourd'hui, je ne peux être que reconnaissante de ce chemin qu'il a choisi pour moi. Quoi. Donc, d'où il est, je lui dis encore merci une fois de plus. Nous avons en commun quelque chose, Dominique. Nos deux papas se prénommaient tous les deux Abraham. Ça, vous ne le saviez pas. Non. Et comme j'avais été orphelin très jeune, à 13 ans,
Donc, lorsque je voyais votre papa à Bafoussam, papa Abraham, il me rappelait toujours mon papa. Ça, je ne l'ai jamais dit même à votre tante ou à vos cousins, je ne leur ai jamais dit cela. Ils vont le savoir en regardant ceci, en espérant qu'ils le regarderont. Voilà. Le bac en poche, le 21 octobre 2001, votre papa vous accompagne d'abord à Douala, où vous devez prendre un avion pour Bamako au Mali. Mais au passage, il envoie son chauffeur vous accompagner voir votre maman qui est de passage à Douala. Et plus tard, il enverra des huissiers récupérer ces francs symboliques avec intérêt à votre maman. Tout à fait, tout à fait. Oui, en fait, c'était une histoire très drôle. Déjà, si je peux me permettre comment mon père a réussi à me convaincre d'aller au Mali. En fait, il m'a juste appelé dans son bureau et il m'a dit, bon, tu ne veux pas, parce qu'on s'était vraiment bagarré à la maison, hein. Il me dit, si tu ne veux pas aller au Mali, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, mais ne me demande. Donc, après ça, je n'avais pas. Donc, du coup, j'ai dit, OK, on va aller au Mali. Et du coup, comme l'aéroport se trouve à Douala, et puis j'étais tellement en colère, on est arrivé dans notre hôtel, et puis je lui ai dit que je voulais aller voir ma mère. Et il n'a pas bronché, il a juste dit, le chauffeur peut t'accompagner. J'ai refusé, parce que je savais que ma mère ne voulait pas qu'il sache où elle vivait, quoi. Mais mon père, elle m'a insisté. Et le chauffeur m'a accompagné. Et c'est plus tard, quand j'étais au Mali, que ma mère m'appelle pour me dire que mon papa lui a envoyé des huissiers pour récupérer le franc symbolique et les intérêts de sa condamnation, quoi. Donc, mon père, jusqu'au bout, n'avait jamais lâché, quoi. Bon, le franc symbolique, même s'il y avait un franc par mois, au bout de, vous aviez trois mois quand maman est partie. Vous allez au Mali, vous avez quel âge en 2001? Ça vous fait 18 ans. En 18 ans, ce franc symbolique avait Oui, juste un à 18. 1000 francs CFA. Hein? Tout à fait. Bon, votre papa a envoyé des huissiers récupérer combien? 300 francs? Je n'en ai aucune idée, mais il a fait quand même. Il a fait sans aucun scrupule, il a fait. C'était un homme de principe. Hein? Tout à fait. J'ai beaucoup ri en lisant votre livre par moment, et à d'autres moments, j'ai beaucoup pleuré. Chers téléspectateurs, c'est un livre formidable, je vous le conseille sincèrement parce qu'il a fait son franc symbolique. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Okay. Pardonnez-moi dernier. Bon, vous arrivez. Oh petit, ouais, j'en pleure encore. D'accord. Vous arrivez donc au Mali, votre papa vous installe, il ouvre un compte bancaire à votre nom, il le dote de 1 million de francs CFA, environ 1524 euros, ce qui est une somme énorme au Mali à l'époque, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, vous voyez, ayant été élevée par mon père, je ne me rendais pas de certains privilèges que j'avais, quoi. Donc, déjà pour aller au Mali, la condition était que chaque année, je devais avoir un billet d'avion pour une destination de mon choix, quoi. Et quand on arrive il acceptait qu'on arrive au Mali, il m'a installé. Et puis, il m'a mis 1 million dans mon compte en banque, il m'a donné mon acte de naissance. Donc, pour moi, je ne trouvais pas ça spécial, quoi. Donc, pour moi, bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis, donc, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Vous êtes une petite fille gâtée, quoi. J'étais vraiment, vraiment très gâtée, quoi. Donc, Pour y gâter, je ne peux rien y faire. vous ajoutez Oui, en fait, oui. Ah. Oui, non, oui. Parce que moi-même, j'essaie de ne pas élever mes enfants comme mon père a fait, en fait. Parce que, vous savez, quand on élève les enfants, il m'a passé tous mes caprices, tous mes caprices. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai certaines tares, en fait. Et c'est du fait, le résultat de l'éducation que j'ai reçue, quoi. Donc, je pense que Dieu merci, je suis allée au Mali et ça a un peu changé les choses. Donc, ben, j'ai été élevée, disons, beaucoup de privilèges de la part de mon père qui me cédait tous mes caprices, en fait. Et des privilèges au Mali, vous en avez eu, vous avez pu rencontrer des grands hommes d'État, notamment le président de la République. Des différences entre l'Afrique de l'Ouest, peut-être l'Afrique centrale, parce qu'à l'époque, à Bamako, jusqu'à présent, en fait, la présidence va très loin de et nous, on y allait téléphoner gratuitement. Vous vous rendez compte, il fallait juste rester à 15 minutes en voiture. On et puis j'ai vu le président Alpha Ouma qu'on a repassé. Et vraiment l'ouverture de ce peuple malien. Et à d'autres occasions, j'ai salué le président
Mami Touré 2 fois. Hein. Une fois, j'ai demandé à ses gardes, est-ce que je peux le saluer? Il a juste écarté les gens et puis voilà, j'ai ce que je voulais, quoi. Donc, c'est un pays assez impressionnant, le Mali. Vous, enfant de Paul Biya du Cameroun, né juste quelques mois après son accession à la magistrature suprême du Cameroun, vous, Paul Biya, l'avez-vous jamais vu même à 2 kilomètres de vous? Non, je ne l'ai jamais vu. En fait, je reste un peu, je suis très terrifiée par le gouvernement camerounais, quoi. Donc, je suis un peu traumatisée à la limite. Je ne l'espère même pas le rencontrer. Donc, je suis plus à l'aise avec le gouvernement. Ils sont un peu beaucoup plus ouverts auxquels je m'identifie, en fait. Ne vous inquiétez pas, moi, même si j'ai grandi sous ce régime de terreur, j'aimerais bien rencontrer M. Biya pour lui poser mes questions. Mais bon, on ne le voit jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, vous avez aussi rencontré un célèbre footballeur camerounais. Qui était-il? Vous avez même embrassé en public. C'était qui? Oh mon Dieu, cette histoire, oui, cette histoire, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais oubliée. Vous imaginez, mais l'histoire, en fait, a deux dimensions. Donc, la première, c'est que en quittant le Cameroun, j'étais fan de Samuel Eto'o, comme la plupart des jeunes Africains. Jusqu'à présent, je suis fan. Je suis une groupie, en fait. Et quand je quittais le Cameroun, tout le monde se... Non, puis ça, tout le monde se moque de moi. Qu'est-ce que tu vas faire au Mali? Et moi, je m'accrochais sur l'idée de dire, oui, je vais embrasser Samuel Eto'o. Et quand je le disais, tout le monde se moquait de moi. Et quand je suis arrivée au Mali, je continuais à le dire à mes compatriotes, je vais embrasser Samuel Eto'o. Et on se moquait de moi, bien entendu. Donc, lors du premier match de la CAN 2002, qui était à Sikasso, le premier match des Lions, nous sommes tous allés à Sikasso. Et après le premier match, qui s'était soldé par la victoire des Lions, donc j'ai réussi à entrer dans le vestiaire. Et puis, dans la cohue, on a commencé à mettre les gens dehors et je suis restée tranquille. Et puis, j'ai vu Jérémy. Entre Jérémy Djitap et moi, il y avait une policier. Et j'ai demandé, j'ai dit, hey, j'ai salué Jérémy, il m'a regardé. Et puis, j'ai demandé si je pouvais passer. Il a levé les épaules. Et bien entendu, la simplicité du peuple malien, les policiers m'ont laissé passer. Arrivé à la hauteur de Jérémy, je lui ai demandé s'il pouvait appeler Samuel Eto'o. C'est ce qu'il a fait. Et quand Samuel Eto'o est arrivé, il a vu cette jeune fille, il était un peu perdu. Je lui ai dit, est-ce que je peux te faire une bise? Et il m'a dit oui. J'ai fait la bise. J'étais aux anges, mais il fallait que je me retienne un peu. Donc, j'ai félicité pour la victoire. Et puis, quand je suis sortie des vestiaires, oh là là, j'ai commencé à sauter de partout. Oh, j'ai fait la bise à Samuel Eto'o. Donc, c'est vraiment un moment inoubliable. Et cerise sur le gâteau, en fait, c'est que je ne me sais même plus quel match c'était, Samuel Eto'o, toujours à Sikasso, je pense, après le match, il a enlevé son maillot et j'étais dans les gradins. Il m'a dit, toi, viens. Je n'arrivais pas à croire, bien moi. Quand je suis levé son maillot, il a dit, tiens, donc, en fait, il m'a rendu star pendant la CAN, en fait. Donc, s'il il regarde l'émission, je lui dis encore merci. Mais cette expérience, en fait, juste montrer aux jeunes, ça c'est la deuxième dimension, le pouvoir de la volonté, de la passion. Quand on veut quelque chose, on fonce. On va peut-être se moquer de vous, de vos rêves, etc. Mais quand vous voulez quelque chose, vous pouvez foncer parce que vous restez maître de votre destinée. Si une seule seconde, je m'étais attardée à écouter les moqueries des gens, je n'aurais jamais eu ce que je voulais. Jusqu'aujourd'hui, j'ai le maillot de Samuel Eto'o parce que pour moi, c'est une pièce de musée, c'est mon musée à moi. Mais ceci vient du fait que cette jeune fille avait un rêve et rien ne pouvait l'arrêter en fait. Alors, votre idole Samuel Eto'o, si vous voulez en savoir plus sur lui, vous êtes tombé sur la bonne personne car c'est mon petit frère. Nous naquîmes dans le même quartier, oh, super. dans les mêmes écoles, nous avons joué dans les mêmes clubs de Ratana FC. Si vous tapez le premier coach de Samuel Eto'o sur YouTube, c'est moi qui l'ai réalisé. Et le seul documentaire réalisé sur Samuel Eto'o quand il jouait à l'Inter de Milan, c'est moi qui l'ai tourné avec Jean Maternondi. Oh, super. Donc, vous pouvez lui parler du livre, s'il peut lire une pièce. On verra. Génial, quoi. On verra. Ça, c'est beaucoup plus compliqué par contre. Mais bon, je vous le dirai en antenne. C'est pas grave. C'est pas grave. Peu avant l'obtention de votre doctorat au Mali, en pharmacie, vous faites un tour en France, je crois que c'était en 2006 pour des vacances, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Et oui, en fait, quand je suis arrivée en France, oui. Oui, votre premier cauchemar
français débute en 2006 lorsque vous allez rencontrer des pharmaciennes pour vous acquérir du comment on s'exerce votre métier en France. Vous êtes rejeté par beaucoup d'entre ceux que vous sollicitez. C'est votre premier cauchemar français en 2006. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, en fait, en 2006, j'étais allée en France pour la première fois en vacances, en fait, et j'espérais juste avoir des informations sur comment entrer dans le programme de master, parce que c'est ce que je voulais faire après doctorat, de master en santé publique. Et donc, étant africaine et pas trop habituée à l'utilisation de l'Internet, donc j'ai fait du porte-à-porte, du moins à l'époque, et première femme la question. Et elle est très hautaine, pourquoi je voudrais venir en France. Elle m'a demandé de venir dans mon pays, en fait. Et puis, moi, avec toute ma naïveté d'Africaine, je n'étais pas forcément au racisme ou à la xénophobie, surtout que moi, j'étais étrangère au Mali. Donc, je n'avais pas compris son attitude. Et heureusement, l'autre pharmacienne à qui j'avais parlé, et elle était très sympa, elle m'a donné beaucoup de tuyaux, beaucoup universitaire. Donc, en partant de la France, en fait, j'avais un sentiment un peu mitigé. Donc, c'est plusieurs années plus tard que j'ai compris ce que la première femme me disait, quoi. Donc, vous retournez au Mali, vous obtenez votre doctorat en pharmacie, mais il trouve dans votre tête de rêve avoir un master en santé publique, mais surtout, vous voulez travailler pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi aviez-vous tant envie de travailler pour l'OMS, vous, titulaire d'un doctorat en pharmacie, avec une pharmacie de papa qui vous attend à Bafoussam? Pourquoi voulez-vous aller en santé publique? Bon, il faut préciser déjà que j'espère que mon père ne va pas se retourner dans sa tombe. Je n'ai jamais choisi de faire des études de... Vous avez fait pour lui plaire, on l'a compris, hein? C'était votre idole. Oui, tout à fait. Voilà, donc je n'avais pas choisi de faire des études de pharmacie en fait. Donc c'était bien et bon, ça c'est vraiment la pierre angulaire de ma carrière parce que grâce à ce diplôme, je suis allée plus loin. Mais mon rêve, en fait, à force de vivre au Mali, d'être confrontée à la sous-éducation, la pauvreté, c'était de faire quelque chose de différent qui puisse avoir un impact positif sur le Mali et voir l'Afrique, quoi. Et chez nous, en tant que médecin ou pharmacien, on ne voyait que l'OMS. Parce que vous voyez, on n'entendait que parler de l'OMS en tant que professionnel. C'est l'OMS qui fait beaucoup d'actions. Donc, moi, je voyais les pick-up de l'OMS. Je me disais, ah, tiens, un jour, ça sera moi. Alors, après l'obtention de votre doctorat, vous faites un tour au Cameroun dire au revoir papa et surtout demander son onction avant de mettre le cap sur la France, où vous avez réussi à vous inscrire à un Master 2 en santé publique dans la ville d'Egon, à Lyon. C'est bien cela? Oui. Tout à fait, tout à fait. Cela avait été de convaincre votre papa de vous laisser aller passer ce Master 2 en santé publique. Mon père était tellement fier de mon diplôme de pharmacien. Déjà, il a fait une très, très grosse fête dans toute la ville en mon honneur avec du champagne qui coulait à flot. Mais donc, quand il m'a proposé de faire des études de biochimie et puis au moins, maintenant, avec ma grande gueule, je lui ai dit, en fait, cette fois-ci, il faut que je vive mon rêve. Et mon rêve, c'est la santé publique. Et je lui ai dit, je t'ai donné ton doctorat, maintenant, moi, c'est la santé publique que je veux. Et il était tellement content. Et il n'y croyait pas trop non plus. Hein. Donc, il était tellement content qu'il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, va faire ta santé publique. Il faut dire que pour votre papa, faire des études qui ne sont pas sanctionnées de minimum un doctorat était inconcevable. Il s'était un petit lettré, ceux des membres de la famille qui n'avaient pas pu avoir ce minimum-là, qui est un doctorat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mon père était intraitable avec les études. Pour vraiment entrer dans ces bonnes grades, il fallait avoir un doctorat. On avait un doctorat, on était illettré. Donc, vous pouvez avoir un master, je ne sais pas, si on n'est pas docteur, pour mon père, on est illettré. Donc, on ne s'assoit pas à la même table que lui. Oh, papa, je n'ai pas encore le doctorat parce que mon école de journalisme m'a bloqué depuis des années. Voilà, je n'ai pas encore le doctorat. Donc, il sera encore vivant. Je ne serai même pas à même de manger à sa table. Parce que je ne l'ai pas encore obtenu, moi. Alors, vous obtenez dans son notion, vous arrivez en France le 27 août 2007. Vous atterrissez à Lyon
et vous découvrez quelque chose. Deux types d'immigration, quelles sont-elles? En fait, sans vraiment vouloir insulter qui que ce soit, hein. Donc, une fois de plus, le livre, je me base sur ce que j'ai vécu. Donc, quand j'étais en France, j'ai remarqué qu'il y avait l'immigration, disons, légale, les gens qui viennent en France pour faire des études, et ces gens-là ont tendance à éviter les banlieues. Et puis, il y a l'immigration légale ou pas légale, ceux qui viennent se chercher, et ces gens-là, on les retrouve plus dans les banlieues, et qui, donc, sans vraiment vouloir insulter qui que ce soit, et ces gens se plaisent d'avoir des aides sociales, etc., etc., quoi. Donc, mais je n'insulte une fois de plus personne, chacun sa vie. Donc, c'est ces deux types d'immigration que j'ai déjà découvert en France, quoi. Donc, quand je venais d'arriver, je suis restée en banlieue peut-être pendant 5 jours et j'étais très, 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 très mal à l'aise. Alors, vos difficultés avec vos camarades de promotion, les Français de souche font bande à part, sauf un des deux qui n'avait pas de formation médicale. Voilà, les Français ne vous plairaient pas, comme on dit en langage courant. Il n'y avait que l'un des deux qui n'avait pas de formation médicale, mais qui était inscrit à ce Master 2 de santé publique, qui s'approchait de vous. Comment avez-vous vécu ce rejet d'entrée des Français de souche? Oui, c'était vraiment très, très difficile. Je ne comprenais pas, en fait, quand on a commencé le master. Donc, la première des choses qui s'est passée, c'est la formation des groupes, quoi. Il y avait le groupe des Français de souche, et c'était des Françaises en particulier. Et puis, il y avait un autre grand groupe des étrangers. On était principalement des étrangers d'origine africaine, du Maghreb africain. Puis, il y avait ces deux autres des hommes qui étaient un peu à part. Mais je me souviens, il y avait un en particulier qui était très sympa parce qu'il m'aidait souvent avec mes cours. Et il y avait un autre qui était, je ne sais pas sur quelle planète, mais les garçons, en fait, étaient sympas, mais les filles, c'était vraiment pénible, quoi. Vraiment, le rejet de l'autre, c'était, je ne comprenais pas, quoi. Je venais à peine d'arriver. Quand on a à peine 24 ans, on atterrit dans un pays où on est à ce point-là rejeté. Alors, quand on vient du Mali où tout le monde était venant avec vous, ça doit être traumatisant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était une étape très, 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 très difficile, en fait. Donc, au Mali, en fait, les gens sont tellement accueillants. Je dis une fois de plus, des fois, on fait des remarques assez offensantes envers le Mali, mais les valeurs humaines de ce pays-là, il n'y a pas, c'est pas comparable, en fait. C'est vraiment pas comparable. Donc, quand on quitte ce genre de France, et puis on voit des gens qui vous rejettent, surtout qu'on parle cette langue. On a cette culture en commun. Qu'on le veuille ou pas, tous les Africains francophones sont un peu français, hein. Donc, quand j'arrive et je parle et je ne comprends pas pourquoi cette fille me traite de haut, donc ça m'avait choqué, quoi. Et peut-être elle avait beaucoup écouté Johnny Hallyday. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas? Peut-être. Bon, fort heureusement pour vous, vous avez deux enseignants, dont un arabe et une française originaire d'un pays arabe qui sont très gentils avec vous. Ça a été une bouée de sauvetage pour vous, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Ça vous parlait pendant mes études de master. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'était à la fin vraiment, c'était les étrangers en général, hein, qu'ils soient d'Afrique noire ou d'Afrique non, c'était très agréable à la fin parce que c'était tous étrangers à la base. Donc, on s'entendait très bien, on sortait régulièrement ensemble aussi. Hum, hum. Ensuite, vous passez un entretien pour rejoindre une ONG, et lors de cet entretien-là, celle qui vous passe votre interview parle de l'Afrique avec condescendance et vous ne manquez pas de la recaler tout de suite. On retrouve un peu Jacob Fossi ou Abraham Singoko Fossi dans votre sang. Là, vous reprenez vite celle qui vous interviewe en lui faisant comprendre que l'Afrique n'est pas ce qu'elle pense. Franchement, vous avez du toupet, non? Oui, en fait, une de plus, je vais dire que l'expérience que j'ai vécue en Afrique m'a fait être très téméraire. Donc, j'ai eu l'habitude de dire ce que je voulais et d'obtenir ce que je voulais. Donc, quand je suis arrivée en France déjà et que j'ai trouvé ce job, c'est l'unique job que j'ai fait en France de cette ONG-là. Donc, quand la dame brossait le problème, j'ai dit, mais non, ce que vous racontez, c'est vraiment exagéré.
Et puis, j'étais très fière de ma petite victoire parce que non, il ne faut pas qu'on salisse quand même l'image de l'Afrique à ce point-là, quoi. Vous savez, il y a beaucoup de Blancs qui parlent de l'Afrique, qui lisent dans Tintin au Congo, hein, ils ne connaissent pas l'Afrique du tout. Les seuls endroits d'Afrique où ils sont allés, c'est la Tunisie ou le Maroc, au Club Med, et ils pensent connaître l'Afrique. Même beaucoup de politiciens, je vais vous livrer une confidence, chers téléspectateurs. François Hollande, qui a été président de la République française, avant d'être président de la République, n'avait mis les pieds que dans un seul pays d'Afrique et pour un laps de temps, c'était en Algérie. Donc, lorsque François Hollande parlait d'Algérie, d'Afrique, il ne connaissait même pas l'Afrique. Je suis certain de ce que je dis, car un de ses plus anciens collaborateurs, quand il était directeur de cabinet d'un ministre, est mon ami dans la vie. Bon, ensuite, vous officiez dans cette ONG-là, même malheureusement pour vous, ou pour votre couleur de peau, vous tombez sur des gens pas très avenants, qui moquent votre accent, qui moquent votre incompréhension des adages français. Bref, c'est un peu difficile de travailler avec des gens dans cette ONG-là. Oui, en fait, une chose que j'ai apprise des Français, c'est que les Français sont des personnes, excusez-moi d'utiliser le terme un peu, disons, aigri. Donc, en France, en fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'ils aiment bien quand on ne peut pas se vanter de son diplôme, il faut toujours cacher son succès, etc. Donc, moi, quand je suis arrivée dans cette ONG-là pour ce boulot-là, déjà, le fait que je rappelle la dame sur ce qu'elle avait dit à l'Afrique, n'a beaucoup plu. Et puis, quand je disais que oui, je disais ce que j'étais, quoi. J'ai un doctorat et puis je fais mes études de master et puis mon reste, c'est de travailler pour l'OMS. Et ça ne plaisait pas, en fait, ces Africains qui vivent avec ces soi-disant diplômes. Donc, c'est cette pensée que les gens avaient. Donc, ça ne leur plaisait pas que cette Afrique puisse être fière de ce qu'elle était, ce qu'elle était sur le point, ce qu'elle rêvait d'accomplir, quoi. L'une des difficultés d'intégrer leur groupe, en fait, c'est que ces gens fumaient beaucoup. Et puis, moi, la cigarette, ça me faisait mal à la poitrine. Donc, moi, je restais à l'écart, en fait, pour éviter toutes ces odeurs-là. Et puis, imaginez une Africaine qui sort du Mali et qui est là, qui en plein hiver. Donc, moi, j'étais concentrée, j'avais froid malgré mes caches. Donc, j'étais à l'écart, je m'occupais de ma petite personne. Mais eux, ils avaient juste vu en moi la fille qui ne voulait pas s'intégrer. Et l'un des problèmes vient également du fait de cette langue. Donc, quand ces Français peut-être voient des gens qui parlent français, ils assument qu'on comprend leur mode de vie, qu'on est comme on est supposé s'assimiler à eux. Mais non, même si je parle français, je reste africaine quand même. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un qui ça fait à peine un mois que je suis en France et me demander de supporter, de comprendre de quoi il parle et de rigoler quand il parle, quoi. Bon, ben, écoutez, chers téléspectateurs, les Français demandent toujours aux Noirs qui aillent en France s'intégrer, alors que les Français qui vivent en Afrique ne s'intègrent jamais. Ils vivent dans un quartier français, ils vont dans un supermarché français, ils vont à l'école français, ils vont au lycée français, Fustel de Boulange ou Blaise Pascal à Libreville, ils mangent français, ils dorment français. D'ailleurs, je vous conseille, pardonnez-moi de faire la pub à quelqu'un, ça va dans le même sens que vous. Lisez le livre Arrogant comme un Français de mon ami Antoine Glaser. Vous comprenez comment les Français se comportent en Afrique. Lorsque les Noirs arrivent en Afrique, il faut qu'ils s'intègrent. N'importe quoi. Donc voilà, je pousse un coup de gueule pour vous dire que vous avez bien fait de rester de votre côté. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, moi, je ne veux pas tout vous dire. Vous permettez de venir qu'on ne le dise pas tout, sinon ça n'aura plus d'intérêt d'aller acheter ces livres. Vous voulez savoir la suite? Lisez donc ce livre de Dominique Sigoko intitulé De mon cauchemar français à mon rêve américain, ma vie d'immigré légal. Voilà. Très beau livre que je vous conseille. Alors ensuite, votre rêve, The Dream Comes True. Vous intégrez l'OMS. On va un peu vite. Comment intégrez-vous l'OMS d'ailleurs? Comment faites-vous y arriver? En fait, c'est une histoire folle. Et une fois de plus, j'espère que les jeunes regardent cette vidéo. Et si les jeunes ne regardent pas la vidéo, je vous prie de la partager parce que c'est très important. Donc, quand je faisais ce travail pour cette ONG et que notre travail était en fait d'aborder les gens dans la rue et de leur demander de faire des dons pour l'ONG. Et puis, j'étais excédée parce que personne ne voulait s'arrêter. Et puis, j'ai poussé un coup de gueule et j'ai arrêté. Et puis, il y a un jeune Français d'origine marocaine qui s'est arrêté. Il m'a dit, je t'écoute alors. Et puis, je me suis mise à parler de la mission. Et à la fin, il m'a demandé, tu es tellement passionnée, est-ce que tu es même non? Moi, je lui ai dit non, j'ai un doctorat en pharmacie, je suis en master 2 de santé publique. Et une fois de plus, j'ai parlé de mon rêve qui était de travailler pour l'OMS. Et puis, il m'a dit, passe-moi ton CV.
et ta lettre de motivation. J'ai ma soeur qui fait sa thèse au CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une branche spécialisée de l'OMS. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Donc, le même soir, par email, j'ai tout envoyé, m'a mise en contact avec sa sœur, et sa sœur m'a mise en contact avec son directeur de thèse, son directeur de laboratoire. Comme ça, j'ai eu le rendez-vous pour le CIRC, qui est une branche spécialisée de l'OMS. Wow. Donc, une fois de plus, les jeunes, vraiment le poids de la parole, dites ce que vous voulez, parce qu'on ne sait pas dans quelle oreille ça tombe. Donc, une fois de plus, ceci montre juste qu'on est maître de son destin. Donc, c'est comme ça, je n'ai rien de spécial. Je ne savais même pas ce que c'était, que le CIRC existait. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour arriver, pour entrer à l'OMS. Votre aventure à l'OMS, c'est quoi cette histoire de stylo? Il y a eu une histoire de stylo à l'OMS. C'était quoi le stylo? Quand je suis arrivée à l'OMS, c'était le même scénario. Hein. Il y avait des groupes de Français, des groupes d'étrangers, le groupe des Français arabes. Et puis, je partageais ma table, en fait, avec une Française qui était vraiment sympa, très, très gentille. Et puis, un jour, elle cherchait son stylo. Elle était hystérique. Oui, mon stylo. Je me disais, mais qu'est-ce que ce stylo a de particulier, en fait? Et elle cherchait partout sur la table et puis elle ne le trouvait pas. Et puis moi, j'ai cherché de mon côté, je n'ai rien trouvé. Mais plus tard, en cherchant, en soulevant mes affaires, j'ai trouvé son stylo et puis je ne savais pas comment lui dire en fait, son stylo se trouvait dans mes affaires. Et si son stylo se trouvait dans mes affaires, ça veut dire que je l'avais utilisé. Et je ne voulais pas qu'elle pensait que j'utilisais ces choses derrière elle, quoi. Donc, j'ai fait tomber le stylo et puis je me suis exclamée, oups, ton stylo est au sol. Donc, c'était tellement absurde, mais je me suis sentie dans l'obligation de faire ce genre de truc parce qu'elle était, ce genre de choses, parce qu'elle était vraiment hystérique, quoi. Donc, mais très sympa quand même. Surtout qu'en France, lorsqu'on est noir, on est assimilé rapidement au voleur de Barbès et grosso Oui, oui, c'est très facile les stéréotypes en France. Donc, vraiment, c'est comme si être noir, il faut toujours marcher sur des œufs. Donc, il faut toujours être dans une catégorie. Donc, je ne savais pas quoi faire, quoi. Je me suis mise à faire ce genre de cinéma juste pour un stylo, pour qu'on ne m'accuse pas plus tard de choper, de chipper des choses sur la table de quelqu'un, quoi. Vous avez très bien fait, croyez-moi. Je vais vous ajouter, je vais ajouter de l'eau dans votre moulin. En 2004, je suis journaliste stagiaire sur une chaîne de télévision française. Nous allons interviewer le ministre de la Santé de l'époque, M. Philippe Douste-Blazy. Il s'étonne de voir un noir journaliste en France. Devant un parterre de plusieurs journalistes, venus l'interviewer sur son programme Hôpital 2007. Voyez-vous, ministre de la République, qui s'étonne, qui me demande, vous êtes journaliste? Vous voyez, au sommet de l'État, Philippe Douste-Blazy. Donc, on vous aura assigné à une voleuse. Bon, l'histoire du stylo, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire sur JMTV+. Et notre invité est Dominique Sigoko, la fille de qui vous savez, la petite fille de Fossi Jacob. Nous souhaitons que leurs âmes reposent en paix. Alors, après l'histoire du stylo, nous allons parler d'une grande amie à vous, une Ronaldinha. Vous voyez ce que je veux dire? Vous qui aimez le foot. Une Ronaldinha. Non, pas trop. Oh, vous n'aimez que Samuel Eto'o alors? Non, non, bien sûr, non. Enfin, je suis assez vieille aujourd'hui, donc je ne regarde pas trop le foot. Je ne regarde plus trop le foot, donc je n'ai plus assez de temps. Donc, votre amie, c'est Rosa, la brésilienne. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Rosa? Oui. Vous la mentionnez dans votre livre. En fait, c'était vraiment un rayon de soleil. En fait, et j'aimerais expliquer, le comportement des gens reflète vraiment la diversité culturelle à laquelle ces personnes sont exposées. Le Brésil, je ne dis pas que c'est un pays parfait, mais il y a tellement de métissage. Ils sont tous métis au Brésil, en fait. Donc, ils sont tous métis au Brésil, en fait. Donc, quand mon amie Rosa est arrivée, ça a tiqué. Imaginez, on est en train de manger du chili qui est du riz avec de la viande hachée. Et moi, ça me rappelait le Cameroun et ça lui rappelait le Brésil. Donc, juste le rayon de soleil qui a facilité ma vie au cirque, quoi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je reste vraiment reconnaissant de cette amitié-là. Ben, c'était normal quand un rayon de soleil arrive dans votre vie. Ça venait du Brésil et là-bas, il y a du soleil et la plage. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en dehors de la grande copine brésilienne, il y a deux autres personnes qui vous ont marqué. Une autre brésilienne qui était superviseur, mais surtout,
un monsieur qui vous a amené en Gambie et plus tard au Mali et qui a compté pour le restant de votre vie, je pense jusqu'à présent, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Parlez-nous de ces deux Oui, personnes. je vais commencer par le directeur de thèse, en fait, cet homme qui m'a donné l'opportunité. Et en fait, ce directeur de thèse, il est d'origine belge, mais c'est un citoyen du monde, en fait. Et une fois de vertu culturelle fait qu'il a eu du potentiel à donné. Ce n'était pas facile parce personne ne m'aurait donné cette chance-là. Donc, il m'a formé et quand on est allé en Gambie, en fait, il m'a appris à voir l'être humain au-delà de la race parce que quand je venais d'arriver en France, je ne faisais pas confiance à ces blancs-là. Et quand bien même on est allé en Gambie, je regardais de façon suspecte et dit tous ces blancs, non, 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 moi, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Mais quand j'ai vu comment mon directeur de thèse se comportait avec les gens, j'ai juste compris que c'est un citoyen du monde. Il était à un niveau où il ne regardait pas l'être humain avec la couleur de la peau, mais il regardait juste la personne, en fait. Donc, c'est l'un des plus grands cadeaux qu'il m'a apporté. Et mon autre superviseur brésilien, en fait, elle aussi, elle m'a donné l'opportunité parce que c'est elle qui m'a introduit à l'épidémiologie du cancer pendant que les gens lui disent, tu perds ton temps avec elle. Parce que imaginez, je venais du Mali, je ne connaissais rien en cancer, je ne connaissais rien en épidémiologie, donc rien du tout. Donc les gens lui disaient carrément pourquoi tu perds ton temps avec elle, mais elle ne s'est pas découragée. Et puis elle m'a formée. Vous voyez, donc ce sont des gens vraiment, si je suis n'importe quoi aujourd'hui, c'est grâce à eux parce qu'ils ont quand même créé la charpente de tout ce qui m'arrive, quoi. Quand quelque chose est bon, il faut le partager, n'est-ce pas, Dominique? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donnez-nous le nom de votre directeur de thèse. Oh non, mon directeur de thèse s'appelle Pierre Hainaut. En fait, dans le livre, en fait, la plupart des noms sont des noms fictifs, juste pour votre information. Mais mon directeur de thèse, et je lui souhaite un bon rétablissement parce qu'il a eu un accident récemment. Il s'appelle Pierre Hainaut, il n'est plus au SIC. Et ma directrice, c'était Maria Paula Curado. Et elle n'est plus au SIC actuellement. Je pense qu'elle est retournée au Brésil. Mais vraiment, mais si vous voulez savoir ce qu'ils font dans la vie, il faut juste faire une recherche Google. Vous verrez leurs travaux. Et une astuce que je donne aux jeunes Africains qui soient en recherche de stage, n'hésitez pas à écrire aux gens, n'hésitez pas à leur équipe parce qu'il y a tellement de personnes qui sont comme mon directeur de thèse et cette femme-là qui vous aident, qui sont prêts à aider tout le monde. Donc, écrivez, si vous voulez quelque chose, écrivez aux gens et parlez-leur de votre désir, quoi. Donc, un gros bisou à mon directeur de thèse, le docteur Pierre Hainaut, et un gros bisou au docteur Maria Paula Curado. Que je salue pour corroborer à ce que vous dites, ajouter de l'eau au moulin. Le seul passage de la Bible que j'approuve, j'ai bien le seul, c'est Matthieu 7, verset 7. Cherchez-vous, trouverez, demandez, on vous donnera. Voilà, donc. Tout à fait. Alors, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a une aventure qui m'a fait rire et attristé, beaucoup attristé. Elle concerne la police française qui voit en tout noir, donc pas toute la police. Le débat est d'actualité. Hein? En France, comme aux États-Unis, lorsque vous êtes noir, vous êtes le mal désigné tout de suite. Vous allez en boîte avec une copine moldave, son porte-monnaie est perdu, vous vous rendez au commissariat et c'est sur vous que la police s'acharne d'entrer. Oui, cette histoire était ahurissante en fait. Donc, quand on est sorti de la boîte de nuit salsa, on passe le temps à danser. J'avais le sac de ma copine près de moi et elle s'est rendue compte que son portefeuille avait disparu. Elle ne parlait pas français et elle parlait anglais. Et moi, je parle les deux langues. Donc, j'étais censée l'accompagner au commissariat pour qu'on dépose plainte et j'allais jouer les traductrices. Donc, quand on est arrivé devant l'agent de police et pour faire le dépôt, elle parlait, puis je traduisais, et puis il était d'une arrogance inimaginable. À la limite, il m'accusait d'avoir volé le portefeuille. Il disait ne pas comprendre comment le sac était près de moi et comment le portefeuille a disparu. Et moi, je me tuais à lui expliquer que la même chose m'était arrivée une fois dans une autre boîte de nuit où j'avais mon sac et quelqu'un a pris mon portefeuille. Et puis, dans son arrogance, il me dit comment ça se fait qu'elle vive en France et qu'elle ne parle pas français. Et je lui ai expliqué, non, elle est en stage au cirque. Et moi, je fais ma thèse au cirque. Et là, il a pris une pause. Il m'a dit, ah, vous êtes médecin. Je lui ai dit, non, je suis pharmacienne, j'ai un master, je fais ma thèse. Il a complètement changé d'attitude. Il est devenu extrêmement sympa, très sympa. Donc, la suite de la déposition s'est bien passée. Et quand mon ami et moi, on est sortis, on était
bouche bée. On était juste waouh, on n'arrive pas à croire que c'est passé quoi. Donc et même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si c'était du racisme ou de la xénophobie. Tout ce que je sais, c'était que c'était pas normal quoi. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, cela existe en France. J'ai vécu une expérience similaire jeudi 10 novembre 2016. Je me présente au commissariat de ma ville, Villeneuve-la-Garenne en France. On me prend dehors, on me parle n'importe comment. Mais lorsque je sors ma carte de presse, j'ai dit à la dame, j'ai beau avoir l'air d'un voyou, mais je n'en suis pas un. Je pose ma carte de presse devant, le ton change immédiatement lorsqu'elle se rend compte que je suis journaliste. C'est souvent ça en France. Les Noirs sont bons pour être voleurs à Barbès. Et si je peux me permettre de faire un commentaire, la raison pour laquelle le portrait des hommes, des personnes de la race noire est aussi noirci, c'est parce qu'on ne contrôle pas les médias. Et c'est très important de soutenir les chaînes comme la vôtre qui nous donnent la parole, qui permettent de vraiment mettre le noir dans l'histoire qui est la sienne, quoi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Vous faites très bien d'en parler, Dominique. J'appelle au don de tout le monde, blanc, noir, tout le monde. Allez sur JMTV+, vous cliquez sur soutenir JMTV+, mettez 2-3 sous chaque mois, mettez sous la télévision a besoin d'argent pour fonctionner, afin que nous vous servions une autre information. Faites grandir les chaînes de télévision noires, car si vous n'avez pas votre média, vous n'êtes rien. La communication fait partie de la vie désormais. Sans communication, c'est pas grand-chose. Tout à fait. Et n'attendez pas que les autres vous ouvrent leurs médias. Faites grandir les vôtres et JMTV+, est là pour vous. Voilà. Voilà. On fait comme ça, n'est-ce pas, Dominique? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ben, chers téléspectateurs, de mon cauchemar français à mon rêve américain de Dominique Sigoko, ma vie d'immigré légal. On ne peut pas tout dire. Il y a un très très grand chapitre sur vos mésaventures en France. Ceux qui liront le livre découvriront le reste. On ne peut pas tout dire dans une émission qui va durer 1 heure environ. Voilà, on est à presque 1 heure. Alors, arrivons à votre rêve américain. Vous rencontrez une dame qui est de passage en France. Vous montez la voie à Paris. Cette dame est d'origine nigériane. Elle s'appelle Kuma. J'ai bien retenu, je ne lis pas, je vous parle en regardant. J'ai bien retenu son nom, hein. Tellement elle vous donne des oui, tout à fait. Mais c'est cette femme qui va vous maltraiter aux États-Unis qui vous permet quand même d'y rentrer. Mais vous aviez un autre choix. Dans une autre université, vous avez choisi l'Université de Chicago, où cette dame tenait un laboratoire. Pourquoi avoir choisi l'Université de Chicago qui vous payait moins que ce que l'autre université vous proposait? Parce que vous aviez affaire à une noire ou parce que la ville vous plaisait? Pourquoi? Non, en fait, les États-Unis, déjà, c'est très différent de la société française, hein. Donc, aux États-Unis, la société n'est pas parfaite, mais la diversité raciale, ça n'a rien à voir. Une des raisons déjà pour laquelle je suis tombée amoureuse des États-Unis, c'est que quand j'avais ouvert la télévision la première fois que j'étais aux États-Unis pour les vacances, la journaliste était noire. Donc, j'étais choquée. Je regarde sur plusieurs chaînes, je vois plein de journalistes noirs, de personnes comme moi, quoi. Donc, je me suis dit, ah, c'est le pays dans lequel je veux vivre. Maintenant, revenons à Kuma et l'Université de Chicago. En fait, je suis spécialiste dans le cancer du sein lié à l'ethnicité, lié à la race. Donc, c'était ça ma passion. Et l'Université de Pennsylvanie traitait du cancer du sein, mais c'était vraiment pas lié à la race, quoi. Or, l'Université de Chicago, Kuma, franchement, c'est une femme qui a beaucoup de succès. Elle est très bien établie, il n'y a rien à redire là-dessus. Elle faisait des études basées sur la race. Donc, son laboratoire travaillait sur le cancer du sein chez les femmes noires américaines et noires africaines. Et c'est ce que je voulais faire. Donc, à l'époque, étant célibataire, jeune, sans dette, donc je me suis dit, je vais choisir ma passion au détriment de l'argent. Mais en fait, je me trouvais dans un cauchemar. C'est là que j'ai vraiment vécu pour la première fois le racisme noir contre noir. Parce qu'on n'en parle pas trop, mais ça existe. Ça m'a vraiment. Jusqu'à présent, je suis traumatisée par cette expérience de voir une femme d'origine africaine. Elle n'était même pas noire américaine, africaine. Donc, imaginez, je vois quelqu'un, je m'identifie à cette personne et j'aspire à être comme elle. Mais c'est là que je serais traitée comme du chiffon, quoi. Mais le problème, c'est que on est à l'étape de notre vie. Enfin, Dieu merci, j'ai appris à travailler très dur. Donc, c'était pas facile, mais j'ai trouvé une astuce pour m'en sortir. Kuma a été tellement dur avec vous que vous baptisez son comportement d'Empire Bokassa quelque part à l'Université de Chicago. Elle est donc Bokassa femme pour vous.
Oui, en fait, pour la flatter, parce que si vous avez, quand des gens ont un alter ego très surélevé, on sait qu'ils aiment la flatterie. Et à l'époque, elle avait fait venir son mari à l'université de Chicago, donc les employés pour la flatter parlaient de Kuma Empire, l'Empire Kuma. Dans mon livre, puisque je savais que c'était quelqu'un de vicieux, ce n'est pas qu'avec, c'est vraiment sa réputation, juste que moi j'avais la malchance d'avoir la couleur un peu noire, quoi, parce qu'elle ne traitait pas les Blancs de la même façon. Elle ne traitait pas les Américains de la même façon. Les Américains avaient beaucoup plus d'attention, très sympa avec les Américains, mais avec la petite Africaine que j'étais, c'était complètement différent. Donc, pour passer ma frustration, tant qu'on y est, autant mieux baptiser l'Empire comme l'Empire Bokassa, parce que c'était juste la dictature. Alors, toutes vos recherches, toutes vos publications, lorsque vous les lui soumettiez, elles vous remballaient, elles trouvaient toujours que ce n'était pas assez bien. C'était jamais bien tout ce que vous lui Oh. soumettiez. Non, ça c'est vraiment une horreur, quoi. Tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'il faut pas faire à une jeune personne. Parce que quand on est jeune, on a besoin de bâtir de la confidence. Là, je sais pas comment ça se dit en français. Être confiant, avoir confiance en soi. Imaginez tout mon travail, chaque fois que je lui donnais, elle jugeait, et ce n'était jamais assez bien. Des commentaires tellement durs, c'est pas vrai, tellement durs. Vous n'arrivez pas à vous les changer de place, rien que de place au laboratoire. Kuma vous refuse le changement de place, mais l'octroie au petit blanc qui arrive, non, non, on lui octroie la place que vous convoitiez. Franchement, c'était de la Oh oui. maltraitance, c'était de la maltraitance. C'était tellement déprimant et tellement dur. Je voulais changer de place. Comme vous le savez dans le livre, j'avais cette histoire avec mon collègue chinois. Donc, non, je n'arrivais, j'ai demandé à changer de place. Et la gestionnaire du laboratoire, plusieurs fois, m'a dit, ah oui, ça devrait être bon. Mais après, je recevais des emails, c'était très dur de coup, m'a disait que je n'avais rien de spécial et que j'allais rester à la place où j'étais. Mais quand je voyais des autres personnes, des personnes de type caucasien, on leur donnait les places qu'elles voulaient, des meilleures places. Et moi, en 2 ans, j'étais restée là où j'étais, quoi. Alors, vous avez parlé de Li, et on va parler de votre incroyable demande en mariage. Monsieur Li, qui est chinois, souhaite vous épouser afin d'obtenir la nationalité camerounaise. Oh Jésus-Marie-Joseph. En Occident, tout le monde peut être américain ou français, mais lui, monsieur Li, chinois, vivant aux États-Unis, en post-doctorat, peut-être comme vous, souhaitait vous épouser pour acquérir la nationalité camerounaise. C'est le but de ça. Oui, en fait, ce collègue à moi, il avait fait ses études de médecine aux États-Unis, mais il n'avait pas de green card en fait. Donc, quand on n'a pas de green card, c'est très difficile. Et je ne connaissais pas trop sa situation immigratoire aux États-Unis. Donc, il était très, très sympa avec moi. Et moi, naïvement, je me disais que tiens, j'ai trouvé un très bon ami qui me permet de m'intégrer. Mais bon, on, on sait qu'il y a beaucoup des gens qui ont toujours des choses derrière la tête. Un jour, alors qu'on dînait, il insistait pour qu'on dîne. Moi, je pensais qu'il allait me faire une déclaration. On m'a carrément dit que oui, il veut m'épouser parce que s'il m'épouse, il peut devenir camerounais. Et avec la nationalité camerounaise, c'est plus facile d'avoir la green card qu'avec la nationalité chinoise parce qu'en fait, c'est basé sur le quota et il y a beaucoup trop de Chinois aux États-Unis, donc c'est plus difficile. Or, il y a beaucoup moins de Camerounais. Donc, lui, il pourra avoir la nationalité américaine, la green card américaine. Et une fois qu'il aura la green card américaine, moi, j'aurai la green card américaine et on pourra divorcer par la suite, quoi. Donc, ce jour-là, je n'arrivais pas. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un voudrait déjà de la nationalité camerounaise. Donc, j'étais ahuri, quoi. Donc, Une personne de race jaune qui veut épouser une autre de race noire, mais dans un mariage blanc. Ça fait un bon mélange de tout couleurs. à fait, tout à fait. Alors, J'étais choquée, quoi. oh, ben, écoutez, alors pour faire passer vos souffrances, vous découvrez, vous fréquentez les églises américaines, pas parce que vous êtes croyante forcément, mais surtout pour plonger dans cette ambiance du gospel. Oui, vous voyez le fantasme des immigrés, quoi. Donc, on a tous la vision de l'Amérique, les films noirs américains avec le gospel. Donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est ce que je voulais voir, quoi. Et croyez-moi, ce que vous voyez dans les films américains sont loin d'être exagérés, hein. Donc, quand je suis arrivée, j'ai trouvé cette église noire américaine. C'était le show à l'américaine, le gospel. Et j'ai même un ami, une connaissance française à l'époque avec qui je suis allée. On allait juste voir le show à l'américaine, le magnifique, magnifique. Mmh, mmh.
Bon, mais en dehors du gospel, même sans avoir de niveau, vous intégrez un groupe de tennis. Vous n'avez pas le niveau, mais les gens sont si sympas que Oui, malgré votre niveau bas, ils vous acceptent. C'est magnifique, ça. tout, tout à fait. Oui, en fait, c'est ça la différence entre les États-Unis et la France. Certains lecteurs qui m'ont dit que ce que je disais de la France n'était pas forcément vrai et que j'avais vécu un cauchemar américain. Mais moi, je parle surtout du plan social, l'acceptation de la différence. Ou dans un pays dans lequel on n'a pas besoin de se changer, on vous accepte tel que vous êtes. C'est votre différence qui fait votre particularité. Donc, quand je suis arrivée à l'Université de Chicago, j'ai joint le club de tennis et mon niveau était catastrophique. Mais en aucun cas, on ne m'a jamais isolée. Ils m'ont juste... Et il y avait tellement de joueurs, il y avait tellement de joueurs, mais ils m'ont vraiment créé, ils étaient patients avec moi. Donc, on vous accepte, quoi. Vous voyez, la différence, quelque chose qui m'avait marqué entre la France et les États-Unis, c'est que quand je suis arrivée aux États-Unis, la première des choses que les Américains me demandent, c'est comment tu gères le froid de Chicago? Comment tu t'intègres? Comment ça, que tu as trouvé ton appartement? En France, personne ne m'avait jamais demandé ça. Ils s'en foutaient de savoir ce que je ressentais. On a juste eu cette noix qui ne voulait pas s'intégrer. Les États-Unis, ils sont tellement chaleureux. Donc, ce sont ces facteurs qui m'ont fait tomber amoureuse en fait des États-Unis parce que socialement, je trouvais ma place. Personne ne me demandait de changer mon accent en dehors de Kuma qui trouvait que mon anglais n'était pas assez bien. Okay. Les Américains, eux, ne m'ont jamais rien reproché en fait. Okay, who cares? As English says, who cares? Isn't it? Alors, le rayon de soleil dans votre vie, c'est l'attente, l'arrivée de votre premier fils. C'était en quelle année là? En 2014. 2000. En 2014. Donc, un an avant la disparition de votre papa. Il a vu les photos, mais malheureusement, j'avais prévu de me rendre au Cameroun avec mon fils en décembre et il est décédé en juillet. Donc, vraiment, quand j'étais allée au Cameroun la dernière fois et j'ai vu l'état dans lequel il se trouvait, je savais qu'il n'allait pas tenir, qu'il pourrait partir d'un instant à l'autre, mais je voulais désespérément avoir mon fils. Je rêvais qu'il dise la même chose les choses qu'il m'avait dites, quoi, qu'il impose les études de pharmacie à mon fils, exactement qui disent à mon fils, si tu n'es pas docteur, je ne te veux pas dans ma vie. Parce que c'est ça, en fait, qui nous a motivés. Mais vous chargerez de le faire. Les chiens ne font pas des chats. Tout à fait. Alors, tout à fait. Ensuite, vous continuez de vous battre, vous toquez aux portes des laboratoires dans le Maryland, un poste à l'université de Harvard, vous sollicitez une lettre d'accompagnement ou de recommandation de Kuma, mais vous ne la donne jamais, tandis que votre ancien directeur de thèse, M. Renaud, c'est bien M. Renaud, hein, j'ai bien retenu. Lui, Monsieur Eno, Monsieur Eno, voilà. Vous faites des lettres de recommandation, mais Mme Kuma, avec qui vous collaborez depuis bientôt 2 ans, n'en fait point. C'est énorme, ça. Non, c'était une période vraiment horrible de ma vie, quoi. Imaginez cette jeune fille, je suis immigrée, il faut que je trouve un autre poste, le poste ne se passe pas trop bien. Ah tiens, il y a un poste à Harvard où ils cherchent une personne qui parle français et anglais, un chercheur qui est disposé à aller en Afrique. Je dis tiens, je suis complètement qualifiée, je vais postuler. Et puis, j'attends la lettre de recommandation de Kuma. Et puis, ce que je reçois, c'est tu n'es pas prête pour Harvard, concentre-toi pour terminer tes travaux de recherche. Donc, ce soir, j'étais brisée, quoi. J'ai carrément pleuré. Par contre, mon directeur de thèse m'a fait une lettre de recommandation de 2 pages. Vous imaginez, de 2 pages, il m'a fait une lettre de recommandation. Que du bien, que de bonheur de lire cette lettre-là. Mais aussi, ce que j'ai appris avec cette expérience, parce que ce jour-là, je me suis effondrée, parce que j'avais un enfant, je suis immigrée. J'ai tellement pleuré, mais j'ai aussi compris, je me suis promis que personne ne décidera de ma destinée si c'était moi. Je me suis dit, elle n'est pas mon Dieu, je vais obtenir ce que je veux. Et je suis trop sûre qu'un jour, je serai à Harvard. Ah, vous avez encore le rêve d'être à Harvard un jour, hein? Bien sûr. Étant donné que vos rêves sont souvent prémonitoires, je pense que vous allez y arriver. Non, tout à fait. Tout à fait. Et ici, en anglais, on dit souvent the game only ends when I win. Vous comprenez? The game only ends when I win.
le jeu se termine seulement quand j'ai gagné. J'ai bien Tout à traduit. fait. Oh, my English is sometimes Tout nice. à fait. Après la pluie vient le beau temps, Dominique. Vous adressez votre manuscrit, le manuscrit de vos recherches, à quelques examinateurs qui vous renvoient de très très bonnes critiques. C'est-à-dire, ils sont conquis Tout à par fait. votre recherche. Alors, voilà la petite Tout Afrique à fait. qui a été brimée par Kuma, qui est félicitée par des examinateurs américains venant d'un peu partout. Et là, vous commencez à entrevoir un horizon clair, quoi. Oui, tout à fait, parce que nous, en tant que les chercheurs, on est jugés par nos publications, en fait. Mhm. Et cette femme, vraiment, traitait mes publications comme du chiffon. Donc, dans ma témérité, une fois de plus, les jeunes qui m'écoutent, soyez téméraires. J'ai décidé de faire fidèle, quoi. Donc, j'ai décidé de ne pas passer par elle. Donc, ce n'était pas ces données. J'ai soumis mon travail. Et quand j'ai lu le travail des examinateurs, et dites-vous que sur ce travail, j'étais le seul auteur. Donc, tout avait été fait par moi. Les commentaires étaient magnifiques. Aucun commentaire négatif, quoi. Tellement, ce jour-là, j'étais aux anges. Mais j'étais toujours dans la peur, le doute. J'ai décidé de ne pas montrer ce manuscrit à mes collègues parce que je ne savais pas comment aurait réagi si elle savait que j'avais publié sans elle, quoi. Et puis le lendemain, un jour, pour jouer, je n'exagère rien, m'invite dans son bureau pour me donner les commentaires d'un autre manuscrit où elle était associée. Et puis une fois de plus, elle m'a dit que c'était du chiffon et que c'était mal fait. Donc ce jour-là, je regardais dans les yeux. Je n'ai rien dit, j'étais choquée, quoi. Je me suis juste imaginé, si je n'avais pas eu ces magnifiques commentaires la veille, je me serais effondrée. Parce que ça, c'est carrément de la cruauté mentale. Mais Dieu merci, j'avais les commentaires de la veille parce que l'autre manuscrit était calqué, avait le même format, ça traitait d'un autre type de cancer. Donc, quand elle a donné ses commentaires, bon, j'ai mis tout ce qu'elle a dit dans le chiffon. Le même soir, j'ai soumis le manuscrit, il était accepté, avec de très beaux commentaires. Formidable. Par la suite, ce manuscrit que Kuma traite des chiffons, vous allez le soumettre un autre jour à d'autres examinateurs. En étant auteur personnel, vous enlevez le nom de Kuma et rebelote. Oui. Les critiques sont très bonnes. Très bonne critique, il a accepté. Et puis, il fallait que je trouve un moyen pour lui dire que j'ai soumis le manuscrit sans elle. Donc, je lui ai juste dit, ah tiens, j'aimerais prendre le leadership. Elle me dit, oui, oui, de toutes les façons, je ne veux même pas être associée à ce manuscrit, il n'est pas bon. Et dans mon cœur, je me suis dit, si elle pouvait savoir qu'il avait été accepté. Et après, vous trouvez une autre opportunité, toujours dans la ville de Chicago. Vous postulez et vous décidez de quitter Kuma, qui le prend mal et menace de vous faire déporter en plus. C'est ahurissant, quoi. Ahurissant. Donc, quand je pose, Dieu merci, il y a une fois de plus, voilà la grandeur des États-Unis. Je dis bien, ce n'est pas parfait, mais ça n'a rien de comparable parce que dans chaque université américaine, il y a un département spécialisé pour l'immigration parce qu'ils ont beaucoup d'immigrés. Donc, quand j'ai accepté ce poste, j'ai appelé le département d'immigration pour me rassurer que tout était en norme et que Kuma ne pouvait pas m'empêcher d'aller dans cette nouvelle université. Donc, le soir, quand elle m'a envoyé toujours des emails vraiment méchants pour me menacer de déportation, moi, je rigolais. Je savais qu'elle aboyait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Moi, j'étais partie, quoi. Et j'ai des amis, mes collègues qui m'ont carrément demandé de contacter les ressources humaines parce que ce qu'elle faisait, c'était juste du harcèlement, quoi. Mais elle n'était pas Dieu. J'étais maître de mon destin. Et puis, elle pouvait aboyer. Et puis, tout s'est bien passé par la suite. C'est formidable, hein? Alors, vous rejoignez donc cet autre laboratoire, toujours à Chicago. Pardon, votre chef est une Irlandaise et la majorité de vos collègues sont américains. Oui, tout à fait. Ça, c'est jusqu'à présent, j'ai de très bons rapports avec cette université. D'ailleurs, je suis consultant pour mon ancienne université, donc je travaille toujours avec eux. Ma chef était irlandaise, tous les autres étaient américains, la plupart noirs américaines et quelques hispaniques. Et le président de notre organisation, une personne très influente à l'université dans cette université-là et même dans Chicago, il était blanc.
et blanc juif. Donc, c'était vraiment que des années de bonheur, quoi. Donc, j'avais toujours quelques petits problèmes, mais franchement, c'était des problèmes lambda de tous les Américains. Hein. C'était pas des problèmes liés à mon statut d'immigration, ma couleur de peau, non. Donc, j'étais complètement intégrée, complètement acceptée. Et c'était vraiment que du bonheur, quoi. Hum, hum. Alors, le rêve, hein, le vrai rêve américain a débuté pour vous dans ce nouveau laboratoire, alors. Hein? C'était juste des années de bonheur et jusqu'aujourd'hui, je suis consultante pour mon ancienne université. Je suis en fait tombée dans la société américaine, une culture où on ne me demandait pas, où on me faisait par rapport à la langue, en fait. Mais quand ils s'en foutent d'où on vient, ils s'en foutent de votre langue, ils s'en foutent de votre accent. Tout ce qui les intéresse, c'est est-ce que vous pouvez faire le travail? Est-ce que vous avez quelque chose à me donner? Et quand ils voient que vous avez du talent, ils vous embrassent, hein, ils vous poussent vers de l'avant. Parce que le président de l'organisation, qui était un blanc juif, tout le temps, il me disait combien j'avais du talent. Il m'a présenté à plein de personnes. Donc, jusqu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'une lettre de recommandation, je l'appelle puisque j'ai son numéro de téléphone portable, en fait. Donc, c'était vraiment que du bonheur. Mes amis noirs, américaines, hispaniques, que jusqu'à présent, que du bonheur. Comme je disais, il y a toujours des petits problèmes. Oui, il y a toujours des petits problèmes, mais ce sont des problèmes qui n'ont rien à voir avec ma couleur de peau, mon origine ethnique ou bien ma race. Donc, ce sont des problèmes de personnes lambda, quoi. Dernière question, Dominique Sigoko. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Je vous explique. Généralement, c'est lorsque les intellectuels arrivent à l'âge de 70 ans, bref, au crépuscule de leur vie, qu'ils écrivent leur mémoire. Mais là, vous écrivez les vôtres à l'âge de 37 ans. Pourquoi écrire ce livre maintenant? Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai toujours voulu écrire. Déjà, quand je quittais le Mali, je me suis juste rendu compte du pouvoir de la parole. Chaque fois que je voulais quelque chose, je disais, puis je fonçais, j'avais ce que je voulais. Donc, je voulais déjà partager cette expérience avec les jeunes Africains pour leur faire comprendre qu'ils ont le pouvoir dans leurs mains, qu'ils sont maîtres de leur destinée. Et puis, avec tout ce que j'ai vécu avec la France, avec Kouma, etc., j'avais tellement de colère et de frustration qu'il fallait que j'évacue ça quelque part, quoi. C'est comme ça que je me suis mise à écrire. Vous avez bien fait. Je tiens à vous féliciter et dire aux téléspectateurs qu'à l'âge de 28 ans, vous étiez titulaire de 2 doctorats et d'un master à 28 ans. Ça en court pas les rues, ça. Hein? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais je vais dire que je pousse beaucoup la culture américaine. Et ici, aux États-Unis,